expertise, de par une formation, de par une expérience professionnelle. Et lorsqu'on parle d'excellence, on est dans un tout autre registre, parce qu'il s'agit de faire un retour en arrière, non pas sur seulement les formations, les études et puis l'expérience professionnelle, mais faire un retour en arrière sur son expérience de vie. Et le modèle MO2I, c'est un nom un peu barbare pour dire le mode opératoire, identitaire et itératif. Donc c'est un modèle de connaissance de soi, un petit peu unique en son genre, parce qu'il, en fait, au lieu de nous mettre dans une case, il nous fait sortir de toutes les cases qui sont proposées habituellement par les modèles de connaissance de soi classiques. Il s'agit de découvrir ce que Robert Dill s'appelle le génie singulier que chacun d'entre nous a. Et il dit comme cela dans la préface d'un ouvrage justement qui parle du MO2I, que chaque être humain en fait est doté d'un génie et que le défi pour chacun d'entre nous, c'est de le découvrir, de le reconnaître et surtout de l'exploiter, de le déployer dans un domaine dans lequel il serait le plus pertinent, le plus opportun, le plus efficient pour soi et pour les autres. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes structurellement câblés, conçus pour rechercher l'épanouissement sur Terre. Et Dieu sait que la vie professionnelle, elle prend une grande partie de notre journée, de notre quotidien, de notre vie. Et l'enjeu pour nous, c'est que cette profession, ce métier, qui, on va dire, qui rythme notre quotidien, puisse participer à notre épanouissement. Je ne veux pas vous sortir les chiffres des burn-out, des bar-out, des dépressions, etc., du manque d'épanouissement professionnel ou dans le monde professionnel. Je pense que tout le monde les connaît. Et souvent, la question de l'épanouissement, elle est sur deux aspects. C'est comment œuvrer dans le plaisir et la sérénité financière. Si tous les jours, on arrive à se lever, le sourire aux lèvres, parce que nous allons accomplir quelque chose d'utile, quelque chose qui fait sens, quelque chose qui nous comble, quelque chose qui nous permet d'être épanouis, et qu'en plus de ça, ça nous permet d'être serein financièrement, on pourrait dire que c'est une proposition de définition du bonheur. Et le modèle du MO2I se propose justement de permettre à tout à chacun de découvrir, c'est-à-dire de pouvoir mettre des mots sur ce génie singulier, personnel qui habite chacun d'entre nous, qu'il faut découvrir. Et le MO2I, donc le mode opératoire, identitaire et itératif, si vous voulez, je vais vous donner quelques définitions, donc des définitions un peu trop marketing et puis des définitions un peu plus scientifiques. Je vais le définir comme ça dans un premier temps. Le MO2I, c'est le super pouvoir que chacun d'entre nous a à transformer une situation qui n'est pas satisfaisante pour lui, qui est inconfortable, qui est gênante, qui est difficile, en une autre situation qui est plus favorable, plus satisfaisante, plus épanouissante, plus contentante, plus finalement plus heureuse. Et je dirais ce super pouvoir, chacun d'entre nous l'a conçu entre 0 et 16 ans, dans son interaction avec son environnement. Et il se construit aussi dans une forme de résilience. C'est la petite fille et le petit garçon qui essaie de survivre dans le monde des adultes qui, par moments, peut être oppressant, peut être limitant, peut être entravant, par moments même violent. Et la bonne nouvelle, c'est que les épreuves traversées par chacun d'entre nous durant son enfance ont participé proactivement et positivement à construire ce génie, à construire ce super pouvoir, à façonner et à forger justement cette excellence grâce à laquelle nous pouvons donner du sens à notre quotidien et surtout apporter de la valeur au monde, parce que c'est ça dont il s'agit. Et nous sommes structurellement aussi conçus comme cela et câblés comme cela, ce qui nous permet finalement de pouvoir être heureux, être content de vivre
c'est de savoir que nous sommes utiles, que nous ne sommes pas en trop dans ce monde. Donc la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun être humain sur Terre qui est en trop. Et le propos du MO2I, c'est de dire, au contraire, chaque être humain dans sa singularité, avec son mode opératoire qui lui est propre, a beaucoup de valeur à apporter au monde. Et c'est en apportant cette valeur au monde, finalement en mettant à disposition son excellence aux autres, qu'il va pouvoir, lui, bénéficier d'un contentement et finalement pouvoir expérimenter des petits moments de bonheur par-ci par-là à force de déployer justement ce mode opératoire. Et donc on le construit entre 0 et 16 ans dans l'interaction, justement, je disais, avec l'interaction avec notre environnement. Et dans notre environnement, il y a, on va dire, il y a 4 éléments. Il y a, je dirais, tous les événements qui sont heureux, mais tous les événements aussi qui ont été malheureux pour nous. Il y a tout ce qui nous a passionnés comme activités, que ce soit des activités sportives, des activités manuelles, les films, les séries, les dessins animés, la musique. Et puis il y a le 4e élément, c'est, je vais reprendre une terminologie de Cyril, qui est la question de la figure d'attachement. C'est-à-dire que nous, comme nous sommes enfants, nous avons besoin d'avoir des modèles inspirants, des modèles qui vont être des ressources justement pour nous, pour pouvoir justement traverser ces événements malheureux ou bien ces événements heureux aussi. La figure d'attachement, elle peut être réelle, c'est-à-dire des personnes qu'on a côtoyées, mais elle peut être aussi, d'une certaine manière, virtuelle. Ça peut être le héros d'un film, ou l'héroïne d'ailleurs, ou d'une bande dessinée, ou d'un roman, ou bref. Et ces quatre éléments, donc les événements heureux, les événements malheureux, les passions et les figures d'attachement, ont participé proactivement et positivement à construire notre MO2I. Et lorsqu'on découvre justement le MO2I, lorsqu'on est capable de mettre des mots dessus, et ça nécessite effectivement, je dirais, d'avoir un miroir, donc un coach ou un animateur ou une personne avec qui on fait un atelier pour découvrir son excellence, parce que le MO2I, tout à l'heure j'ai dit que c'était un super pouvoir, maintenant je vais le définir comme un méta-automatisme. C'est un méta-automatisme que chacun d'entre nous construit aussi entre 0 et 7 ans, dans son interaction avec son environnement, et qui lui permet effectivement, par suite, de pouvoir œuvrer dans certains domaines, sur certains sujets, de façon facile, de façon fluide. C'est-à-dire de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait, être capable de faire des choses facilement, fluidement, avec élégance, rapidement aussi. Et souvent, ce que ça crée chez les autres, c'est la question « Comment tu arrives à faire ça ?» Je pense que tout le monde, c'est déjà arrivé à tout le monde, d'avoir fait quelque chose, et puis d'avoir eu ce retour-là où les gens sont un peu estomaqués, sont un peu subjugués par ce qu'on a pu faire. Et en général, quand ils nous posent la question, on va avoir tendance à banaliser. Parce que vu que c'est un méta-automatisme, et qu'on le fait facilement et fluidement, et que nous, en France, malheureusement, nous sommes un peu câblés sur ce qui a de la valeur, c'est ce qui nécessite un effort colossal. En France, on est quand même câblé sur, il faut faire des efforts pour faire des études, ensuite il faut faire des efforts pour essayer de trouver un bon travail, ensuite il faut faire des efforts pour monter les échelons, pour avoir une carrière professionnelle qui soit la plus épanouissante. Donc du coup, ça a intégré, ça a installé, allez, on va utiliser une terminologie contemporaine, une application en chacun d'entre nous qui est la suivante: la valeur égale l'effort. Et dans notre mode opératoire, justement, on ne fait il n'y a pas d'effort à produire. C'est ce qu'on fait facilement, sans réfléchir, fluidement. Et donc, quand on découvre son excellence, quand on découvre son mode opératoire, on peut avoir ce premier réflexe de banalisation, ou d'avoir l'impression effectivement que ce qu'on fait c'est banal. Et on le voit dans les ateliers, donc quand on organise des ateliers de découverte du MO2I, en général c'est des ateliers à 6-7 personnes grand maximum. La personne qui découvre son excellence a toujours tendance à banaliser par les phrases du style « tout le monde fait ça, c'est pas grand chose, c'est le métier qui veut ça, c'est facile ».
Et ce qui est très intéressant, c'est de voir les autres participants du même atelier qui sont ébahis par ce que la personne est capable de faire. D'ailleurs, c'est une de leurs fonctions, leur présence à l'atelier va permettre à la personne de découvrir son excellence, de sortir de cette forme de banalisation de son excellence à la reconnaissance qu'il y a dans son excellence non pas quelque chose qui ne serait pas grand-chose, mais quelque chose qui serait grand justement pour le monde et pour les autres. Donc le MO2I, mode opératoire, identitaire, itératif. Donc identitaire, ça veut dire singulier, ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui ressemble à un autre. Ou bien, plutôt, je vais corriger la phrase, il n'y en a pas un qui est identique à un autre. Et depuis que ce modèle de connaissance de soi est pratiqué, est expérimenté, aujourd'hui ça fait plus de 5000 personnes qui ont testé le modèle, en France et ailleurs, on n'a pas trouvé encore de mode opératoire qui soit exactement identique. Et j'ai eu la chance, moi, de pouvoir faire le mode opératoire de deux vraies jumelles. Alors, il y avait des éléments qui étaient similaires. Mais in fine, on est ressorti avec un mode opératoire très différent pour des vraies jumelles. Et c'était des vraies jumelles. Et ça, c'est très important parce que nous aussi, nous avons besoin de nous sentir uniques, nous les êtres humains. On n'aime pas être comme les autres. On a ce besoin, allez, existentiel, de se sentir plutôt unique, de se sentir singulier. Et c'est pas suffisant de sentir que cette singularité, que cette unicité d'une certaine manière, peut permettre d'apporter de la valeur aux autres. Et si je devais résumer l'excellence ou le mode opératoire, c'est effectivement donc cette manière unique d'interagir avec le monde qui permet premièrement à la personne d'œuvrer dans le plaisir, donc d'aller entre guillemets au travail avec le sourire aux lèvres, non pas en reculons, d'être dans la sérénité financière parce que c'est possible. On a des personnes qui ont pu effectivement changer de vie après avoir découvert leur mode opératoire et surtout d'avoir entrepris une nouvelle voie professionnelle qui soit calquée sur ce qu'ils ont découvert d'eux-mêmes. Il y a des personnes qui étaient dans le monde juridique et qui ont découvert qu'en réalité, au fond d'eux-mêmes, c'était des artistes. Ils ont complètement changé de métier. Et il y a maintenant des personnes qui même exposent aux États-Unis, etc. Parce qu'ils ont découvert leur mode opératoire, ils se sont découverts artistes et ils ont pu changer de voie professionnelle. Ils ont pu entreprendre une voie professionnelle qui leur correspondait plus. Et c'est ça l'enjeu dans le MO2I, et c'est ça notre enjeu chez nous, chez Excellart, c'est de permettre à chacun, au plus grand nombre en tout cas, d'être humain sur Terre, d'être à sa juste place dans le monde. Parce qu'il y a la question de la place. On a, je pense que beaucoup de personnes qui veulent changer de métier, ou qui veulent changer de voie professionnelle, se posent la question de est-ce que je suis à ma juste place ou est-ce que je me sens à ma place quand j'œuvre dans mon quotidien. Et la connaissance justement de ce qui nous rend singulier, de ce qui nous rend unique, va nous permettre effectivement de découvrir aussi par suite à quelle place nous pouvons être plus épanouis, nous pouvons plus contribuer, nous pouvons avoir cette sensation d'être un peu plus utile. Et surtout, et c'est ça le plus important, nous pourrons, parce qu'on n'est pas éternel sur Terre, et je me rappelle avoir vu, je crois que c'était les rapports d'une infirmière qui avait recensé un petit peu les 5 regrets, le top 5 des regrets des mourants, des personnes qui sont en fin de vie. Et le numéro 1, c'était de ne pas avoir mené une vie qui correspondait à ses aspirations, de ne pas avoir mené la vie que la personne rêvait de mener. Et j'ai envie de dire, alors vous allez me dire ouais c'est beau, mais grâce à ce modèle du MO2I, c'est possible d'œuvrer dans son quotidien, dans le plaisir, conformément à ses aspirations les plus profondes. C'est possible dans son quotidien d'avoir cette sensation et cette impression très profonde que nous sommes à notre juste place dans le monde. Et ce faisant, qu'on peut apporter beaucoup de valeur. Et en apportant de la valeur, en fait, parce que, encore
encore une fois, les êtres humains, nous sommes aussi câblés là-dessus. En apportant de la valeur au monde, c'est-à-dire en étant en capacité d'observer ce que notre agir apporte aux autres, et ben ça nous contente. Ça nous comble. Et je peux dire que moi je suis un exemple vivant de cette idée, parce que tous les jours je me lève avec le sourire aux lèvres, en sachant que je vais pouvoir œuvrer dans plusieurs entreprises et qui correspondent justement à qui je suis très profondément, qui correspondent, chacune des entreprises aujourd'hui que je gère correspondent exactement en fait à mon mode opératoire. J'ai découvert mon mode opératoire en 2018. On va dire aller après un burn-out, parce que c'est à la mode d'appeler ça comme ça, c'est-à-dire le corps qui vous dit faites une pause parce que peut-être que vous n'êtes pas à votre juste place dans le monde. Peut-être que ce que vous faites au quotidien vous contente pas, vous permet pas d'être épanoui, totalement épanoui. Et probablement que je devais rechercher des vidéos sur le sujet de l'excellence, de l'épanouissement personnel, de la réalisation de soi, du développement personnel, bref, tout ce genre de thématiques. Et je suis tombé justement sur une vidéo interview du créateur, du fondateur du modèle MO2I qui s'appelle Joël Guillon. Donc ce génie français, comme j'aime à l'appeler. Et dans cette interview, il présentait justement le modèle MO2I et chacune de ses paroles faisait écho en moi. Jusqu'au jour où j'ai décidé de découvrir moi-même aussi mon excellence. Lorsque j'ai découvert mon excellence, le jour de mon atelier, il y avait François Bellamy. François Bellamy, c'est le président de l'Institut du MO2I, qui était présent à l'atelier. Il avait d'une certaine manière son bâton de pèlerin puisqu'il cherchait les futurs guides tisserands. Alors guide tisserand, c'est le terme qui a été utilisé pour signifier les personnes qui sont en aptitude de découvrir le MO2I des personnes. Et il avait son bâton de pèlerin et il cherchait des personnes qui allaient prendre le relais de Joël Guillon parce qu'il est plus tout jeune. Et eu égard à ce qui avait déjà été découvert de mon excellence, Joël Guillon, il dit probablement qu'il y a dans la petite personne, un futur guide tisserand qui pourrait, en tout cas, qui serait en capacité de pouvoir découvrir le mode opératoire des autres personnes. Et l'aventure, en fait, si vous voulez, l'aventure Excellart, aujourd'hui, qui est un centre de formation, justement, qui propose des bilans de compétences MO2I, elle commence comme ça. Elle commence par une première intention qui est de découvrir sa propre excellence, justement pour que mon quotidien ou mon activité au quotidien fasse plus sens pour moi. Et ensuite, ça s'enchaîne avec je me forme au modèle MO2I. Et ensuite, je fonde l'entreprise Excellart qui propose aujourd'hui maintenant des bilans de compétences MO2I ou des bilans d'excellence. C'est tout simplement en fait un bilan dans lequel on va aller plus loin que le simple recensement entre guillemets de ses compétences. On va justement creuser la question de l'excellence. Si vous voulez, un bilan de compétences MO2I, c'est la conjugaison. On fait un peu de conjugaison. Alors, plus facile que la conjugaison française. Hein. On va conjuguer en fait vos compétences et votre excellence, c'est-à-dire votre manière unique d'interagir dans le monde, dans laquelle vous êtes en élégance, en fluidité, en puissance, en facilité, et surtout pour laquelle vous prenez beaucoup de plaisir à faire. On va conjuguer ces compétences à cette excellence pour aboutir à un projet que nous on appelle, en réalité c'est pas seulement un projet professionnel, nous on l'appelle un projet vocationnel. Et un projet vocationnel c'est quoi? C'est la possibilité d'aboutir à un projet professionnel mais qui fait sens pour nous. Et donc n'y voyez pas dans la vocation quelque chose qui serait religieux ou spirituel, ça n'a rien à voir avec ça. La vocation ça veut tout simplement dire la voie pour laquelle finalement nous sommes taillés par la vie. Et tout à l'heure je disais que le MO2I en fait il se construit entre 0 et 16 ans, oui, dans l'interaction avec l'environnement et notamment, et ça c'est avec le nombre d'accompagnements qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est plus les événements malheureux qui ont participé et contribué positivement à faire ce que l'on est que les événements heureux. Et l'intérêt en fait de revenir justement là-dessus, c'est de pouvoir aussi quelque part, parce que découvrir son excellence c'est pas suffisant en fait pour pouvoir
effectivement, après le déployer à travers un projet vocationnel, il faut aussi d'abord reprendre confiance en soi. Et pour reprendre confiance en soi, eh ben, il faut, alors moi, j'appelle ça, il faut faire ce que j'appelle, moi, là, se réconcilier avec son passé. Et notamment, le passé qui a été difficile. Et grâce au modèle MO2I, on a la possibilité de se réconcilier avec ce passé, parce que tout d'un coup, on se rend compte que les événements qui ont été difficiles, douloureux pour nous, ont participé d'une manière un petit peu qui dépasse la rationalité, positivement, à faire ce que l'on est, et surtout, à forger cette excellence, ce mode opératoire, qui va nous permettre aujourd'hui de pouvoir œuvrer dans notre quotidien, dans le plaisir, la sérénité financière, que ça fasse sens et surtout que ça puisse servir aux autres. Donc voilà ce que je voulais dire un petit peu aujourd'hui sur cette question de l'excellence. Je sais pas quelle heure il est, je sais pas s'il me reste encore du temps. Vous voulez faire un petit témoignage d'une personne? Ah oui, il me reste du temps, ça va. Je vais pouvoir encore baragouiner un peu. Je vais continuer l'histoire. Donc Excellart, c'est né comme ça. Donc au départ, c'était finalement, on va dire que c'était pas prévu. C'était pas prévu dans le plan de carrière. Et ce qu'il a permis, c'est la découverte du mode opératoire. Donc les bilans d'excellence, enfin les bilans de compétences MO2I sont, je dirais, plus que des bilans de compétences classiques. Alors je sais que beaucoup de gens cherchent des bilans de compétences, et puis en général, quand on cherche un bilan de compétences, on cherche, on va dire, l'institut ou le centre de formation qui va proposer le top. Dans le bilan de compétences classiques, peu importe en fait le centre de formation avec qui on va le faire, ça sort pas du classique. C'est-à-dire on va faire vraiment une mise à plat, un recensement de toutes vos compétences. Probablement qu'on va faire effectivement quelques tests de personnalité ou de connaissance de soi. On va dire classique, les énéagrammes, il y en a qui rajoutent le MBTI, le ProcessCom, etc. Il y en a des dizaines et des dizaines, des modèles de connaissance de soi. Alors, on utilise aussi quelques modèles de connaissance de soi dans le bilan de compétences que l'on propose. Je dirais que la spécificité, c'est qu'on fera toujours le lien justement avec votre excellence. Que ce soit pour tous les tests que vous pouvez faire, le MBTI, l'énéagramme, le ProcessCom, etc. À chaque fois, on fera un lien entre les résultats de ces tests et le MO2I que vous aurez découvert au préalable. Lorsque, effectivement, on va utiliser aussi des outils qui nous permettent de savoir pour quel genre de métier vous êtes plutôt taillé, vous êtes plutôt fait, vous êtes plutôt conçu. Là aussi, en fait, on ne va pas s'arrêter sur les intitulés, mais on va essayer de faire un lien à chaque fois entre les intitulés proposés et puis votre excellence singulière. Pourquoi en fait ce métier, d'une certaine manière, ce métier avec l'intitulé qu'il a, il fait sens eu égard à votre excellence, eu égard à ce qui vous caractérise personnellement. Et ensuite, dans la définition, et c'est là où ça va être très important, parce que même quand on passe en revue vos expériences, alors dans les expériences, il n'y a pas que les expériences professionnelles, il y a aussi les expériences de vie, en fait ça commence dès la naissance. On utilise aussi un modèle qu'on appelle l'axe de cohérence. L'axe de cohérence, c'est tout simplement on va dire un entretien en 2 séances. Justement, on va revisiter les dossiers entre 0 et 16 ans. On revisite l'histoire de vie entre 0 et 16 ans. Alors bien évidemment avec un protocole qui est carré. Et ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'on se rend compte tout d'un coup, qu'est-ce qui fait que par exemple, alors je vais vous donner des exemples. Lorsqu'on demande, parce que dans cet entretien d'axe de cohérence, on demande les événements malheureux, les événements heureux, ce qui a passionné les personnes, et puis aussi on demande des figures d'attachement. Ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, quand il y a une personne qui a été passionnée pour un sport en particulier, d'une manière générale qui a été passionnée par le sport, mais notamment par un sport en particulier, et par exemple même lorsque la personne a pratiqué ce sport en particulier des années et des années, et en fait tout d'un coup elle se rend compte qu'il y a un lien très très fort, je dirais même existentiel pour la personne,
entre le sport qui l'a passionné, le sport qu'il a pratiqué, et son excellence et son mode opératoire. Et ça, c'est valable vraiment pour toutes les choses, même pour les passions. Le film, par exemple, les films. C'est très intéressant lorsqu'on demande les films préférés ou les séries préférées entre 0 et 16 ans. Et ben, la personne se rend compte tout d'un coup que finalement, la personne s'était identifiée à un personnage du film, et que si on regarde le personnage du film, bah, effectivement, son histoire correspond à l'histoire de la personne, et que l'enfant, en fait, de façon très inconsciente, a trouvé dans l'histoire du personnage en question des ressources, une source de motivation suffisante pour pouvoir justement dépasser les situations difficiles qu'elle pouvait rencontrer. Et des fois, la comparaison est vraiment très sidérante en termes de rapprochement. Et puis, on arrive à faire aussi un lien à chaque fois entre le mode opératoire et pratiquement toutes les expériences, alors bien évidemment les expériences professionnelles dans lesquelles les personnes ont pris du plaisir à faire. Ça, c'est très important. Dans les expériences professionnelles, on va s'arrêter juste sur les expériences effectivement où la personne a pris du plaisir, ou était fière, ou s'est sentie utile, ou s'est sentie à sa juste place, ou s'est sentie efficace, hein, parce qu'on a cette question d'efficacité qui est très importante. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, on connaît à peu près les leviers de ce qu'on peut appeler l'épanouissement professionnel. Dans ces leviers-là, il y a bien évidemment la question du sens, la question de la reconnaissance, mais il y a aussi la question d'efficacité. Alors là, il ne s'agit même pas d'efficacité, hein, parce que quand on parle d'excellence, c'est-à-dire que quand on arrive à trouver un domaine, un projet professionnel dans lequel notre mode opératoire va pouvoir être sollicité, on va dire à 80%, on n'est pas seulement efficace ou efficient, on est excellent. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des choses à une vitesse record, très facilement pour nous. Et c'est ça qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est de proposer finalement, on va dire la chose suivante. C'est finalement la proposition d'arrêter de travailler. Vous savez que le travail, d'un point de vue étymologique, ça veut dire en réalité à la base c'est un instrument de torture, hein, comme on le sait. Donc c'est d'arrêter de travailler et de commencer à kiffer la vie avec ce qu'on fait au quotidien. Et c'est possible, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est possible en fait de pouvoir kiffer la vie à travers sa profession, son métier, ou bien le domaine, à la condition effectivement de connaître son mode opératoire et puis de trouver par suite un domaine qui va permettre à notre mode opératoire d'être sollicité, de pouvoir se déployer, de pouvoir être mis en œuvre. Et les quelques expériences qu'on a pu opérer, notamment pour des personnes qui étaient vraiment, on va dire, dans une forme de ras-le-bol de leur travail, de leur métier, ce qu'on a pu constater, hein, c'est que en général, il y avait trois éléments qui font que les personnes ne sont pas épanouies dans leur métier ou dans leur profession. Le premier, c'est un problème de valeur. Donc il y a un problème de valeur entre les valeurs qui sont importantes pour la personne et puis les valeurs qu'elle va pouvoir retrouver et qui sont partagées dans le lieu de travail. À un moment donné, quand les valeurs ne sont pas compatibles, ça devient très difficile, très très difficile de continuer à venir travailler le sourire aux lèvres et avec le cœur. Le deuxième élément, c'est que le métier ou le travail ou l'entreprise n'est pas du tout ce qu'on nous appelle en fait en termes de mode opératoire un élément déclencheur pour la personne. C'est-à-dire à aucun espèce de moment la personne se sent déclenchée. Alors l'élément déclencheur, si vous voulez, c'est une situation dans laquelle c'est plus fort que nous, on ne peut pas ne rien faire. Et ça, en fait, on le découvre, quand on découvre son MO2I, on découvre aussi ces éléments déclencheurs. Quels sont les éléments qui nous déclenchent et qui font que on peut œuvrer sans compter. En termes de temps, en termes d'énergie, on le fait avec plaisir, on le fait avec le cœur, et surtout, on voit les résultats de nos propres yeux, et on les ressent plus profond de nous. Donc ça, le deuxième élément, en fait, qui fait qu'une personne n'est pas épanouie au travail, c'est que l'environnement ne la déclenche plus du tout. Et puis on pourrait dire que le troisième, c'est le plus important pour moi à mon sens, hein, c'est la question du sens. C'est-à-dire que la personne ne trouve plus aucun sens. Et la question du sens, vous savez, elle correspond à ce que certains pourraient appeler les besoins existentiels. Vous savez que il y a différents modèles pour essayer de typologer, on va dire caractériser les différents types de besoins que nous, les êtres humains, avons. Moi, je propose en général une
typologie tripartite. Donc des besoins qui correspondent plus à, je dirais, à notre côté matériel, parce que nous sommes des êtres physiques. Donc nous avons des besoins matériels, de boire, de manger, de nous reproduire, etc. On a des besoins aussi émotionnels, parce que nous sommes aussi, nous avons une dimension émotionnelle. Hein. Et puis nous avons aussi des besoins existentiels. Et la question du sens, en fait, elle répond justement à ce besoin existentiel. Alors, ce besoin existentiel, au départ, quand on est jeune, peut-être il est présent, mais sa présence n'est pas... c'est une présence qui ne se fait pas trop remarquer. Ce besoin existentiel est assez discret. Par contre, en général, quand on approche la quarantaine et qu'on la dépasse, on peut essayer de tourner la tête de l'autre côté, mais il va finir ce besoin existentiel de sens, c'est-à-dire que notre vie fasse sens, va commencer à se faire de plus en plus oppressant. Et en réalité, les burn-out, le ras-le-bol, etc., au travail, n'est que le symptôme en fait du fait que ce besoin en particulier n'est pas comblé, n'est pas contenté. Et ça, c'est le troisième élément qui n'est pas des moindres. Quand on découvre son mode opératoire, eh ben, on va donner du sens à notre agir et à notre œuvre et à notre quotidien. Et en général, ce sens, on peut le découvrir directement dans les différentes formulations qu'on peut donner aux excellences des uns et des autres, parce qu'on a l'habitude de caractériser l'excellence, de ramasser l'excellence des personnes qui la découvrent par une phrase qui commence par l'art de. Avec cette idée que finalement, nous avons tous la possibilité d'être des artistes sur Terre. Donc après, le mot art ici, il faut le prendre vraiment dans son sens étymologique, hein, c'est-à-dire c'est pas cette compétence, cette excellence, cette haute compétence, cette compétence absolue justement à pouvoir transformer des situations, on va dire négatives, en situations éminemment positives. Je vais le dire autrement, transformer le malheur en bonheur, quelque part ça peut être ça. L'art de quelque chose. L'art, alors il y en a qui ont l'art de créer des stratégies, des tactiques efficientes, etc. Dans l'objectif de quoi? Il y en a, leur objectif c'est restaurer l'harmonie. Il y en a, leur objectif c'est restaurer la liberté. Il y en a, leur objectif c'est participer à réconcilier les gens. Là, il y en a, leur objectif déclencheur c'est tout simplement combler les besoins, peu importe le type de besoin. Donc là on est très différents. Hein, donc là je ne sais pas combien de personnes, mais il y a autant d'excellence possible que de personnes qui sont présentes. Et à la base, bon, mes collègues avaient prévu de faire une petite démonstration en live, mais je pensais que c'était un petit peu trop court. Donc du coup, il y a une personne qui est venue, qui s'est déplacée au salon. On a découvert sa zone d'excellence au stand. Donc, je ne sais pas c'est combien le stand. Bon, je crois que c'est juste en face de la salle atelier, le stand Excellart. Et puis qui va vous faire un petit témoignage, partage. Allez, je vais laisser Kevin introduire, puis après je dirai juste un mot à la fin. Merci. Bonjour à tous. Je suis coach accompagnateur chez Excellart, justement, l'accompagnement sur les bilan de compétences et la connaissance de soi. L'outil que vient de nous présenter Rauti, l'excellence d'action, est un exercice qu'on fait en tête-à-tête ou en atelier avec les personnes pour permettre de découvrir justement ces zones d'excellence et le processus d'action de la personne. Là, on a fait le tout début de l'exercice qui est de découvrir la zone d'excellence. Et du coup, on a fait avec Khadija. Quelle est ta première émotion justement de ce que tu viens de faire? Attends, micro bien comme ça. Ouais. Je dirais que ça fait des émotions sur la zone d'excellence. Ça permet justement de travailler par la suite, c'est de comprendre où on va aller, pour être un expert. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est quelque chose que tu faisais toute ta vie. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu as découvert ta zone d'excellence? Est-ce que ça t'a permis de comprendre les éléments dans lesquels tu as eu succès et d'échec? Est-ce que ça t'a permis justement de commencer à faire un lien entre plein d'expériences de ta vie et de comprendre les choses justement sur les zones d'échec ou des zones de succès? Je dirais que oui, ça m'a permis en fait de
est-ce que tu dirais que ça te permet justement de comprendre quelles sont les conditions optimales dans lesquelles tu peux exercer le mieux ce que tu sais faire le mieux, là où tu es créatif, et du coup, une fois que tu comprends où est ta plus grande valeur ajoutée, et aller naturellement dans les zones, les conditions, les contextes dans lesquels tu vas pouvoir apporter une vraie valeur ajoutée, et non pas chercher des contextes, mais plutôt maintenant comprendre les contextes dans lesquels tu vas devoir intervenir pour être à ta juste place. C'est ça en fait, ça permet d'avoir une réflexion ouverte et de pouvoir justement savoir que là, pourquoi on doit aller, sur le plan on est à l'aise, on va être à l'aise et on va pouvoir dire expert soi-même. Ok, merci, merci Khadija. Et du coup, moi, si je peux faire un petit témoignage aussi sur moi, moi à la base, j'étais ingénieur en industrie. Je travaillais chez Airbus, Safran, dans le monde médical, en Suisse, en Angleterre, etc. Et avant de découvrir mon excellence, j'avais ce sentiment que j'ignorais vraiment ce en quoi j'étais bon. J'ai toujours eu une réussite assez bonne au travail, jamais eu de problème, on a toujours reconnu mes compétences, mais je sentais que je pouvais apporter quelque chose de plus, quelque chose qui donnait un peu plus de sens à ma vie, quelque chose dans lequel je pouvais réellement m'épanouir. Et j'avais jamais entendu, je ne savais pas qu'on pouvait trouver sa vocation. Pour moi, c'était des paroles de développement personnel qui étaient de l'utopie. Je pensais réellement que c'était de l'utopie. Lorsque j'ai eu la chance, avec Raouti, de découvrir ma zone d'excellence, en fait, j'ai pu tout de suite, je me rappelle, j'ai fait Paris-Genève en voiture et j'ai vu toute ma vie. Sur ce chemin, j'ai pu comprendre précisément, mais réellement précisément avec des mots, sur quoi, comment j'avais du succès, pourquoi j'avais du succès. Et du coup, est venu les questions de est-ce que je suis à ma juste place. Et au travers de tout ce cheminement, j'ai compris que mon contexte déclencheur, c'est d'identifier les potentiels inachevés des personnes et leur permettre de trouver des scénarios optimisés pour déployer ce potentiel. Et du coup, j'ai compris pourquoi dans ma vie, j'ai toujours aidé, accompagner des gens à connaître leur potentiel et moi-même, toujours chercher des scénarios pour déployer ce potentiel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait la transition vers coach accompagnateur et que c'est les gens qui m'ont dit que je devais l'être. J'ai pas cherché à être coach accompagnateur, ça m'a jamais fait envie, mais j'ai, on va dire, accepté ma mission de vie une fois qu'elle m'a été dévoilée, révélée. Et c'est ça aussi le défi, c'est qu'une fois qu'on découvre un petit peu sa zone d'excellence, est-ce qu'après je vais avoir le courage d'entreprendre ma légende personnelle, comme dirait Paolo Coelho, pour ceux qui ont lu l'Alchimiste. Donc voilà un petit peu la noble mission qu'on s'est donnée chez Excellence, c'est de permettre aux gens de déployer leur excellence et d'apporter ce qu'ils ont de meilleur au monde dans l'épanouissement, le plaisir et aussi, parce que c'est important, la sérénité financière au travers d'un projet pragmatique lié à ce qu'ils font de mieux. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire pour terminer. Et je repasse la main à notre cher Raouti. Merci Kevin pour ce beau témoignage. C'est mieux que le mien, hein, du coup. T'aurais dû venir tout à l'heure témoigner, moi il était. Bah voilà, pour découvrir votre génie, comme dirait Robert Dills, votre génie unique, singulier, le découvrir et surtout le déployer, le mettre en œuvre, le mettre en service.